Et la dernière contribution de cette séance, c'est Katia Séné, Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand. Raconte-moi une histoire. L'image de la Révolution 1917 dans les manuels scolaires russes et soviétiques. Je vous ai préparé une petite... Alors, c'est toujours le même problème, donc je vais intervenir en français, mais comme beaucoup de nos collègues ne comprennent pas forcément le français, je vais faire le point sur quelques termes en russe. Я буду немножко переводить на русский основные принципы. Ну, я постараюсь, и еще и не залезть на время. Я буду также цитировать на французском. Non, c'est pas ça. No. А oui, si, c'est bon. И цитаты на французском и цитаты на русском будут у меня в моей презентации, так что вот я оставляю вас читать. Tout d'abord, je tiens à remercier la bibliothèque de Diderot, de l'ENS et Anne Maître personnellement pour ce travail formidable qu'elle a effectué à recenser les manuels russes et soviétiques et qui m'a permis aussi de travailler sur ces documents qui font tous partie des fonds de la bibliothèque Saint-Georges de Meudon, dont on a beaucoup parlé aujourd'hui. Je vous propose donc aujourd'hui d'aborder la question de l'image de la Révolution dans les manuels russes écrits et édités en émigration dans l'optique de l'écriture et une mise en fiction. Michel de Certeau considérait que c'est au niveau de l'écriture que se situe l'histoire dans les trois phases constitutives de l'opération historiographique. La mise en archive, dans laquelle se joue son ambition véritative de discrimination du témoignage authentique du faux. Au plan de l'explication-compréhension qui pose la question causale du pourquoi. Et enfin, au niveau de la représentation historienne elle-même, au cours de laquelle s'effectue l'acte même de l'écriture de l'histoire. Donc, trois questions en soi qui se posent dans le texte de l'histoire. Три вопроса. Правдивость. Зачем мы пишем этот текст и как мы пишем этот текст. Donc, ces trois composantes de l'écriture historiographique me serviront de point de repère dans mon analyse. Il est communément admis que lorsqu'on parle de l'histoire, il est toujours question de mémoire, память. Мы уже несколько раз говорили о вопросе памяти в истории. Toujours Michel de Certeau disait que marquer un passé, c'est faire une place aux morts, mais aussi redistribuer l'espace des possibles, освободить место для возможного. Да, это историческая задача. Il s'agit donc dans l'écriture de l'histoire de voir le passé à travers un présent déterminé afin que puisse éclore le futur. Au début du XXe siècle, le schisme du peuple provoqué par la révolution russe fait surgir deux images et deux idées sur la Russie. Да? Две разные идеи России возникают после русской революции. Analyser et confronter ces représentations revient à évoquer la question de la mémoire et de la contre-mémoire. Un exercice d'écriture de l'histoire comme celui de manuels scolaires fait surgir la question centrale du narrateur et du destinateur de discours. Рассказчик и читатель. Но рассказчик и читатель, которым добавляется двойной статус, статус взрослого и ребенка и pédagogue et ученика. Le rapport interne à l'écriture entre l'auteur et son lecteur acquiert ici un double fond, car les facettes supplémentaires, celle de l'adulte et de l'enfant, et celle de pédagogue et d'élève viennent s'y superposer. Le narrateur historien qui s'adresse aux élèves se place entre le passé narré, dont il fut témoin, et le présent vécu qu'il partage avec son public. Donc, le corpus que je vais analyser aujourd'hui réunit trois auteurs, trois historiens, три историка, да, совершенно не имеющих отношения к литературной деятельности. Первый автор Евгений Францевич Шмурло, историк, член-корреспондент, да, historien membre correspondant, je vous laisse lire, professeur à l'université de Saint-Pétersbourg,
Ah non, je vous laisse pas lire parce que ça change pas. Et pourquoi ça change pas? Oui. Encore. Et pourquoi ça change pas? Oui. Evgenia Frankowski Smurlo. Ah mince. Mince. Bon, voilà. Et Шмурло, donc, и свой мануэль, qui s'appelle «История России». Я просто привлекаю ваше внимание, больше к этому не буду возвращаться, чтобы вы посмотрели на даты, которыми обозначается история России, как история, которой учат учеников. Да, в данном случае 862 и 1917 год. Следующий автор – это Лев Михайлович Сухотин, également historien et chercheur. Ce manuel d'histoire c'est bon. S'adresse aux élèves de la primaire, donc le seul entre les trois, parce que les deux autres s'adressent aux classes, au lycée, au collège et au lycée. Et le troisième, enfin, le plus peut-être radical des trois historiens, Виктор Всеволодович Власов фон Вальденберг, полковник русской армии, педагог, историк, перешедший в католичество, националист и иудофоб, как его обзывают нехорошими словами в энциклопедии, в том числе и в Брагаузе и Ефроне. Все три историка издают свои учебники в эмиграции в Праге, в Харбине, да, вот в Вандельберг, где к 1924 году насчитывается 100 тысяч русских эмигрантов. И Прага, Харбин и Югославия, королевство Югославия, где тоже очень много, в 1926 году очень много эмигрантов. Le corps social des Russes blancs, désintégrés et déracinés détermine et oriente le discours des auteurs de manuels. Le corps social qui est précisément l'objet de l'histoire, car l'histoire est toujours racontée à partir d'un présent, fixé à la fois géographiquement et chronologiquement. Chacun des trois historiens se voit obligé d'accompagner son texte d'un préambule, d'un prédисловие, qui vise à expliquer les raisons et le but de leur exercice pédagogique. La première raison paraît être une inquiétude commune aux trois auteurs face au manque de moyens d'éducation de la jeunesse russe. Donc les phénomènes que les trois auteurs évoquent, c'est la dénationalisation, dénationalisation, donc de déracinement, qui se trouve au centre du discours pédagogique. Vlasov écrit « Ce livre a pour but de satisfaire, dans la mesure de possible, un des besoins les plus urgents de notre époque, la jeunesse russe, ayant été forcée de quitter la Russie et de finir son éducation à l'étranger, est placée dans des conditions parfaitement anormales. » Le positionnement des Russes blancs vis-à-vis de la patrie perdue, donc «потерянная родина», все время в их речи возвращается, да? Donc d'un côté, et la terre d'accueil de l'autre, renvoie les auteurs à la nécessité de revenir sur l'histoire du passé russe, то есть постоянно возвращаются к истории прошлого. И это звучит как такая директива, вернуться к прошлому. Nous sommes donc ici face au phénomène de l'écriture en miroir, qui à partir du moment présent revient vers le passé vécu. Toutefois, l'idée du futur, qui selon la loi historiographique doit suivre l'exposé sur le passé, se trouve ici annulée, avortée. Будущего нет. La formule maladroite de Vlasov von Woldenberg, qui revient sur l'idée du passé de la patrie des jeunes Russes, est très révélatrice et témoigne de ce malaise. Lev Sukhotin affirme à son tour « Nous avons surtout besoin d'un bon manuel scolaire sur l'histoire russe, capable d'éveiller l'intérêt envers le passé russe et l'amour envers la Russie. » L'auteur serait heureux de semer à l'intérieur de l'âme des enfants une étincelle d'amour inextensible pour le pays natal. Evgeny Shmurlo, lui, tente toutefois de rectifier ce rapport hésitant au futur. Il s'agit pour lui de repositionner l'idée de la patrie que les auteurs enseignent aux enfants immigrés en l'intégrant dans le corps de l'histoire mondiale.
L'objet de l'étude reste le même qu'avant. La Russie et ses destins, au pluriel, mais la Russie, c'est-à-dire le pays, le peuple, l'État, est considérée désormais non pas d'une manière isolée, mais comme un facteur de l'histoire mondiale, comme un membre inséparable de la famille internationale. Donc, le but de ce livre est d'offrir aux jeunes esprits une possibilité de comprendre quelle est la place qu'occupe la Russie dans le rang de peuple européen et non européen. Donc, pour Shmurlo, il est indispensable de rattacher l'histoire de la Russie à la grande histoire. Включить прошлое в России в настоящее европейское, такое интернациональное. Donc, on est obligé de faire ça si l'on veut arriver à pallier le sentiment d'arrachement et d'isolement des apatrides blancs. Dans le cas contraire, on risquerait d'enfermer son discours dans les limites socio-culturelles inéluctablement liées à celles chronologiques du passé révolu. Encore Vlasov von Woldenberg en accuse le coup, terminant son manuel par un appel au lecteur qui trahit déjà un aveu d'impuissance. Peut-être m'accusera-t-on de trop de nationalisme, mais je suis russe, j'ai écrit pour les Russes, et tout en essayant d'être objectif, j'ai voulu, à l'époque de notre humiliation nationale, rappeler à mes compatriotes les siècles passés de notre gloire. Par ailleurs, les trois auteurs jugent nécessaire de délimiter la notion la plus contestée de l'histoire écrite, c'est comment on raconte l'histoire aux enfants. Как рассказать о прошлом детям? Cette question évoque inévitablement les notions équivoques d'objectivité, de véridicité et de témoignage. Объективность, правдивость и свидетельство. Такие три не совсем понятные даже в современной науке термина. Là encore, les auteurs nous exposent la façon dont ils entendent procéder. Le premier élément qui revient dans le discours est la nécessité pour les auteurs d'interpréter les faits historiques. Mettre au premier plan le lien de causalité entre les événements et de démentir le sens de quelconque hasard. Ça, c'est chez Vlasov. Appeler les élèves à réfléchir, l'aider à faire sa propre conclusion est une question d'une conversation vivante et d'interprétation chez Shmurlo. Etc., etc. Ils reviennent beaucoup sur cette question de руководить, понять, да, и так далее. Даже руководство. Да, вот руководство как учебник. Именно руководство. Да, то есть объяснить. Le choix même du destinataire enfant à qui l'on doit expliquer sa propre histoire personnelle à travers la grande histoire, объяснить ребенку его судьбу через судьбу Родины, impose la nécessité d'interpréter le passé, tandis que l'âge du lecteur dicte des contraintes propres à l'écriture de jeunesse, être ludique, passionnante et fascinante. Éviter l'aridité, malvenue même dans les manuels les plus brefs d'histoire, illustrer avec les reproductions des meilleurs peintres, ou encore un formidable lapsus chez Shmurlo, ne pas hésiter à utiliser le richissime patrimoine littéraire laissé par nos historiens. Alors empruntant dans les cas précis une idée bien formulée, une image vive ou une expression juste. Les procédés indiqués, tous propres à la fiction et non au discours historiographique, se veulent encore une fois objectifs. Tous, ils formulent le vœu d'objectivité, qu'ils n'arrivent absolument pas à maintenir. Donc, pour aller un peu plus loin, parce que le temps va me manquer terriblement, dire que d'abord, la révolution n'est pas dissociée de la guerre. Et c'est un lien qui est maintenu premièrement chez les auteurs, c'est-à-dire la Première Guerre mondiale qui va provoquer la catastrophe. Ce qu'on va relever chez tous les auteurs, c'est un style extrêmement succinct, très laconique et très sec. Да? Такая сухость стиля, чрезмерная. Вот приблизительно так. Вот Лев Сухотин, который обращается к младшим классам. Да? Le gouvernement... Je suis perdue un peu dans mes trucs. Enfin, vous lisez, император Николай II не внял общему голосу страны, предостерегавшим его от революции, не изменил курса своей политики. Революция произошла в Петербурге, etc. C'est très sec.
Encore plus parlant, la façon dont Сухотин термин son manuel, как он заканчивает, да, вот примерно так. Вопреки уговору России с союзниками в незаключением сепаратного или отдельного мира советская власть заключила с неприятелем перемирие, так, что отошло кому, и на этом заканчивается учебник. Да? Просто сухо на этом. Да? Donc l'impossibilité de conclure l'histoire est en soi révélatrice. Il laisse le texte comme le corps mutilé de la Russie, sanglant, agonisant sur une non-conclusion. Un autre auteur va terminer par une série d'exclamations et de questions qu'il adresse, on ne sait pas trop s'il adresse aux élèves ou à la génération à venir. Par ailleurs, aimions-nous assez notre patrie, les classes dirigeantes, intelligentes et le peuple, tous ceux qui les initiatives, les actes, définir le cours des événements de ces dernières années, étaient-ils toujours prêts à se sacrifier pour elles, etc., etc. La conclusion qui se termine par des points d'interrogation et des points de suspension. То есть заканчивается учебник на вопросе, да еще и с многоточиями. Victor Vlasov von Woldenberg a chronologiquement une plus grande distance avec ce passé, donc il écrit son manuel en 1936, donc он пишет учебник в 1936 году, заканчивает история на второй главе, посвященной революции, которая называется «Гибель белой мечты», «La mort du rêve blanc», où la dissension idéologique est consommée, ce qui se traduit par un énoncé narratif marqué par la division en deux composantes antagoniques, les nôtres et les autres. Et ce qui est assez intéressant, c'est de voir la dimension de trahison et d'abandon. L'abandon de la part du couple impérial, qui est conçu ici dans son rôle parental, qui ne remplit pas ses fonctions de parent et donc échoue et provoque la catastrophe. Да? Николай II и его супруга как мать и отец, которые не смогли защитить своих детей. Donc, expliquer l'histoire, expliquer comment on est arrivé là, как мы здесь вот и оказались. Ну, чтобы просто вот сравнить эту речь с оппозиционной речью, я назвала это по другую сторону баррикад. Вот тот же учебник, написанный в 1937 году, советским комитетом под руководством Шестаковой. И, естественно, такая радостная речь. L'URSS est un pays du socialisme. Il n'y a qu'un seul pays socialiste sur notre planète, c'est notre patrie, c'est le plus grand pays du monde, etc., etc. On connaît tous ce discours. Ce qui m'intéresse là-dedans, il y a aussi une explication pourquoi a été écrit ce livre, une explication extrêmement intéressante parce qu'elle nous renvoie au peuple de l'URSS qui combat à l'âge de pierre les soviétiques, ils sont appelés les soviétiques, да, советский народ в каменном веке борется с угнетателями. То есть это история СССР, и она вот до 1963 года будет историей СССР. История СССР каменного века, история СССР средних веков, история СССР 18 века и 19 века и так далее. Да? Вот это интересный такой момент. И, значит, в заключение, что я хочу об этом сказать. Il y a deux visions de l'histoire. Une qui appartient aux Russes émigrés, à la Russie blanche, comme l'histoire l'a appelée, qui représente un chronotope idyllique, une étape perdue, confinée à tout jamais dans l'espace du passé. Pour les soviétiques, en revanche, il s'agit d'un passé surmonté, combattu. C'est le citoyen du monde nouveau, lui qui vit dans le présent. Ну, чтобы так быстренько сказать, русские иммигранты живут в прошлом, а советские люди живут в будущем. Оба хронотопа эфемерные, да, потому что одни хотят вспомнить, да, мы помним, а другие хотят забыть. Примерно так. Оба образа России заключаются в времени, которого нет, да, которое эфемерно и не существует.
Вот, ну, на этом. Это в общем-то... Oui, pardon, excusez-moi. Non pas l'histoire, mais donc bien des histoires ou la mise en fiction de l'histoire, des contes qu'on raconte aux enfants pour leur promettre un avenir. Les deux points de vue qui visent à témoigner, à se rappeler d'une histoire, mais s'enferment dans une contextualisation car on reste fatalement rattaché au point de rupture qui est la révolution de 1917. Le choix est donc posé, péremptoire, et là réside la véritable tragédie du peuple condamné à une double lecture de son histoire. Trop d'oubli qui pousse vers le futur chimérique, ou trop de mémoire qui attire dans le brouillard de passé. Merci. Merci, Katia. Mais pour deux langues, il faut 2 fois 20 minutes. Oui, je comprends.